La déshydratation, un mot qui peut sembler banal. On pense à la soif, à un simple manque d'eau. Mais pour un nourrisson, c'est une toute autre histoire. Ce simple manque peut devenir une urgence vitale en l'espace de quelques heures seulement. Alors, on va voir ensemble pourquoi cet équilibre est à la fois si fragile et si crucial. Regardez bien cette phrase. La diarrhée. On a souvent tendance à la voir comme, bon, un mauvais moment à passer. Mais ce chiffre, il est terrible. C'est la deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement. Et pourquoi? La raison est aussi simple que redoutable, la déshydratation fulgurante que ça entraîne. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment une simple perte de liquide peut-elle devenir une question de vie ou de mort? Pour le comprendre, il faut vraiment plonger au cœur de la physiologie d'un tout petit. Et on va voir qu'on a affaire à un organisme d'une fragilité incroyable face à la moindre perte d'eau. Alors, allons-y. Pourquoi cette fragilité? Eh bien, tout est une question de proportion et surtout de vitesse. On fait souvent l'erreur de penser que le corps d'un bébé, c'est juste un corps d'adulte en miniature. En fait, pas du tout. Prenons les chiffres. Un nourrisson, c'est presque une petite gourde. 75% de son poids corporel, c'est de l'eau. Pour un adulte, on est plutôt autour de 60%. Mais ce n'est même pas ça le plus important. La vraie différence, le point crucial, c'est la vitesse de renouvellement. Imaginez un peu, l'eau qui se trouve en dehors de ces cellules, elle est complètement renouvelée tous les 2 jours. 2 jours! Pour un adulte, c'est 5 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces réserves s'épuisent à une vitesse folle. L'image est assez parlante en fait. La réserve d'eau d'un bébé, c'est comme une toute petite tasse. Et cette tasse, elle se vide à une vitesse incroyable. Alors imaginez en cas de diarrhée ou de vomissement. Cette petite tasse, elle est vide en un rien de temps. Il n'y a aucune marge de sécurité. Aucune. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres facteurs. D'abord, les reins. Ils sont encore immatures, ils ont du mal à faire leur travail pour corriger les déséquilibres. Et puis, il y a une chose évidente, mais tellement importante, un bébé, ça ne peut pas dire « j'ai soif ». Il ne peut pas aller se chercher un verre d'eau. Il dépend à 100% de l'attention de son entourage. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, le plus important, le plus concret, comment on repère les signaux d'alarme? Qu'est-ce qu'il faut observer? Savoir ça, c'est littéralement vital. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le corps, lui, il parle. Il ne ment jamais. Les signes de la déshydratation sont inscrits sur le corps du bébé, comme un message à déchiffrer. Le tout, c'est d'apprendre à lire ce langage. Alors, il y a 2 types de signes. D'abord, ceux qu'on peut voir à l'extérieur, liés au manque d'eau dans les tissus. Le plus connu, c'est le fameux pli cutané. On pince doucement la peau du ventre, et si elle met du temps à reprendre sa place, c'est une alerte. Ensuite, les yeux. Est-ce qu'ils ont l'air creusés, cernés? La fontanelle aussi, ce petit endroit mou sur le haut de la tête, si elle se creuse, c'est un signe. Et bien sûr, l'indicateur le plus fiable, c'est une perte de poids soudaine et importante. Puis, il y a les signes de déshydratation intérieure. Là, ça veut dire que le manque d'eau atteint carrément l'intérieur des cellules. C'est plus grave. On va voir un bébé qui a une soif intense, une bouche toute sèche, pâteuse. Et puis, il y a ce signe qui ne trompe pas et qui est assez poignant. Le bébé pleure, mais il n'y a pas de larmes. Si en plus de ça, il devient très somnolent ou au contraire très irritable, là, on est vraiment dans une situation critique. Bon, savoir reconnaître les signes, c'est la première étape cruciale. Mais après, une fois qu'on a identifié le problème, que se passe-t-il? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des protocoles médicaux très clairs et très efficaces pour reprendre le contrôle. Alors, la toute première chose que vont faire les équipes médicales, c'est un examen clinique complet. On va observer le bébé, le peser, vérifier tous les signes qu'on vient de lister. L'objectif? Évaluer précisément le niveau de déshydratation. Est-ce que c'est léger, modéré ou sévère? C'est ça qui va déterminer tout le reste. Pour les cas les plus graves, on parle de déshydratation sévère. Il y a un protocole de l'OMS qui est une référence, c'est le plan C. Étape 1, l'urgence absolue, c'est de réhydrater vite. Et pour ça, c'est perfusion intraveineuse directe. Étape 2, dès que le bébé est capable de boire, à nouveau, on prend le relais avec une solution de réhydratation par la bouche. Et enfin, étape 3, qui est continue en fait. On surveille, on réévalue constamment l'enfant pour ajuster le traitement. Mais voilà, soigner, c'est bien, mais prévenir, c'est encore mieux. C'est même la clé. Parce que la meilleure façon de combattre la déshydratation, c'est de l'empêcher d'arriver. Et là, la connaissance, c'est vraiment la meilleure des défenses. Et pour la prévention, il y a un outil presque magique, la solution de réhydratation orale, la SRO. C'est d'une simplicité, mais d'une efficacité redoutable. C'est juste un mélange d'eau, de sucre et de sel, mais dans des proportions parfaites. Ce mélange permet au corps de réabsorber les liquides beaucoup plus efficacement que de l'eau toute seule. C'est une invention qui a sauvé des millions de vies. Concrètement, comment on fait? Bon, d'abord les bases.
Une bonne hygiène, le respect des vaccins, tout ça, ça limite déjà le risque. Mais si la maladie survient quand même, il faut avoir le bon réflexe, tout de suite. La recommandation, c'est de donner une petite quantité de SRO, entre 50 et 100 ml, après chaque selle liquide. Attention, le but ici, ce n'est pas de traiter une déshydratation déjà installée, c'est de l'empêcher de commencer. C'est de l'anticipation. Voilà, on a vu ensemble à quel point l'équilibre d'un nourrisson est délicat. Mais on a vu aussi que les signaux d'alarme sont là et que les solutions existent et sont efficaces. Au final, la vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Maintenant qu'on a cette connaissance, comment peut-on collectivement mieux protéger les plus vulnérables? Parce que tout part de là. Leur sécurité commence par notre attention.